Si. Canal Ivoire. Mesdames et messieurs, amis internautes, merci de suivre Canal Ivoire. Je sais que vous reconnaissez ce beau visage aimé par les Ivoiriens. Samba Émérite David, de son vrai nom, Douyou Nikez. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais, nous sommes sur Canal Ivoire, nous sommes en direct pour échanger avec un leader de la société civile, un visage bien connu des internautes et des Ivoiriens. Alors, avec lui, nous allons faire un tour de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Bonjour, Samba David. Bonjour, cher ami, frère David, et bonjour à la régie de Canal Ivoire. Je vous aime. Merci, c'est pour dire que c'est une affaire de David. Nous allons aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, directement dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Nous venons de finir les élections, couplées municipales et régionales. Mais vous, en tant que leader de la société civile, les Ivoiriens ont été un peu surpris de vous voir aux côtés d'un candidat à Yopougon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cela ne rentre pas un peu trop dans la logique de la société civile? Ok, je voudrais saluer tous les internautes, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Parce que il faut dire que c'est un choix que j'assume. C'est un choix que j'assume pour moi, étant citoyen. Et je jouis de mon droit de vote. Et par conséquent, je me crois, je sais, un peu libre de participer aux élections et de faire mon choix. J'ai donc choisi Yehudia Oufoué en tant qu'ami et frère pour les municipales de Yopougon. Cela a donc une explication. D'accord. Et donc, voilà. Voilà, nous sommes... voilà les aléas du direct. Notre invité va régler un petit détail et tout à l'heure, il nous revient. Il était en train de nous expliquer son choix d'accompagner un candidat. Il l'a nommé lui-même. Il s'agit du candidat du PDCI RDA, Diaoufoué, qu'il a assisté. C'est un choix, comme il a dit lui-même, c'est un choix qu'il a fait pour pouvoir exprimer sa volonté, voilà, faire parler aussi son cœur politique. Merci. Alors, le scrutin vient de prendre fin, ça fait maintenant un mois que nous avons fini avec les municipales, les régionales, de nombreuses contestations. Hein. On a vu même des candidats malheureux du RHDP contestent même des résultats. Et alors, quelle lecture faites-vous de ce résultat? Est-ce que vous pensez que ce résultat, comme les autres qui disent que le résultat ne reflète pas la réalité du terrain politique en Côte d'Ivoire? J'ai été malheureusement ceux des premiers à faire un direct le jour du scrutin, c'est-à-dire le 22 septembre, à faire un direct pour déjà interpeller les Ivoiriens sur ce qui s'organisait déjà comme fraude. Depuis que notre pays a connu sa première élection, depuis 1980, où le président Houphouët-Boigny a organisé la première élection en Côte d'Ivoire, celle de 2023 est la plus laide, est la plus mal organisée, est la plus déshonoreuse, est la plus vile. Si je veux aligner des qualificatifs à ce qu'on appelle cette commission électorale inquiétante, nous... La commission électorale indépendante. Oui, et vous la jugez indépendante, mais moi je la trouve inquiétante pour ce qu'elle vient de faire. C'est la première fois dans l'histoire de Côte d'Ivoire qu'une élection est aussi ou soit aussi contestée.
Parce que le président de la CEI a fait exprimer sa volonté militante de voir certains candidats heureux et d'autres malheureux. Aujourd'hui, au vu de ce qu'il a fait, on a vu que les élections en Côte d'Ivoire, ce n'est plus le votant qui compte, mais c'est celui qui compte la voix qui compte. Parce que c'est lui qui t'octroie des voix. J'ai vu à Yopougon. Oui, allez-y, dites-nous. J'ai vu à Yopougon des personnes qui, malheureusement, n'avaient pas le droit d'être dans les lieux de vote, qui y étaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui, par exemple? Il y a eu une vaste opération de distribution des cartes électeurs à des personnes qui ne votent pas dans les centres. Mais comme cela a été déjà goupillé avec les présidents de la CEI et représentants de ce bureau de vote, alors quand le gars vient, il présente la carte d'électeur, celui qui prend la carte d'électeur qui est un agent de la CEI, dit seulement le nom. Et le représentant du bureau de vote regarde sur le listing le nom y est. Mais ce n'est pas forcément la photo. Mais le gars ne s'approche même pas des représentants du bureau de vote. Il est ici, on dit son nom. Et surtout que les photos sont en blanc-noir. Les photos sont en blanc-noir et puis un peu grisaillées. Donc, on ne voit pas le visage correctement. Il n'y a qu'une seule manière pour dévisager ou pour dire si c'est la personne, elle ou pas, c'est la tablette. C'est en mettant l'index sur la tablette que la photo paraît avec l'identité tout. Malheureusement, la plupart des tablettes ne fonctionnaient pas. Donc, quand on dit son nom, il vient, il coche. Et quand il finit, il est libre de mettre l'encre ou pas. On ne lui demande même pas. Il sort. Il y en a même qui ne mettent pas l'encre sur le doigt, ils sortent. Et c'est comme ça que les 67 000 et quelques électeurs fictifs se sont retrouvés sur la liste. Donc, ces résultats-là, comme on l'a constaté partout, hein, sont aujourd'hui présentent une mauvaise ou bien le visage hideux de notre pays. Il y a des personnes intègres. Il y a des personnes qui ont fait parler d'elles par leur intégrité et par leur impartialité. Nous avons, entre autres, Honoré Guié et l'ancien préfet d'Abidjan qui est là. Ces personnes, on peut quand même leur donner la possibilité d'organiser les élections propres en Côte d'Ivoire. Parce que ce à quoi nous venons d'assister là, c'est vraiment du véritable n'importe quoi. Et il faut mettre fin à cela. C'est pour ça que nous avons demandé la dissolution de cette CEI-là. On ne peut pas aller avec cette CEI-là, encore en 2025, ça va brûler le pays. Ça va brûler le pays. À Yopougon, c'est clair maintenant, hein, depuis quelques heures, le verdict est tombé. Adama Bitogo est le candidat élu. Et votre ami, vous l'avez dit, hein, Yaou Dia, qui normalement doit être conseiller municipal, a refusé d'être conseiller municipal. On vient de lire son communiqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les résultats du Conseil d'État ne m'étonnent pas. On ne s'attendait rien d'autre que cela. Je ne pense pas que le RHDP ait mis toute cette machine en place pour tricher et porter Bitogo, président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une commune et puis se faire harakiri au Conseil d'État. Je ne pense pas. Concernant la décision, la lettre adressée au préfet de région par l'honorable Yaou Diaoufoué, qui portant son refus de siéger au Conseil constitutionnel, au Conseil municipal, c'est tout à fait logique. Yaou Diaoufoué l'a dit haut et fort lors d'une émission de télé qu'il ne reconnaissait pas Adama Bitogo comme le maire de Yopougon. Alors, il ne va pas dire ici, aujourd'hui, qu'il ne reconnaît pas Adama Bitogo et puis siéger au conseil municipal. C'est être incompréhensible. Hein? Donc, c'est dans sa logique, tel que je le sais, homme de logique, c'est donc dans sa logique qu'il a adressé ce courrier au préfet de région, lui disant qu'il refuse de siéger désormais au conseil municipal. Maintenant, vous, Samba David, qui a gagné les élections à Yopougon? Ne reconnaissant pas les résultats, qui ne reflètent pas la vérité des urnes, je ne peux pas affirmer
qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Pour nous, ces élections devraient être à reprendre. Regardez l'argument du Conseil d'État qui dit que nos plaintes sont fondées mais mal montées. Ça veut dire quoi? Une plainte est fondée. Donc quand c'est fondé, on dit va bien la monter. Mais quand elle est fondée, qu'elle est mal montée, qu'on la rejette, vous voyez, rien ne nous surprend sous Ouattara. Voilà, rien ne nous surprend sous Ouattara. Pour nous, il fallait reprendre ces élections-là pour permettre aux Ivoiriens qui ont voté d'exprimer vraiment leur joie parce qu'ils auront porté leur choix sur quelqu'un. Le score obtenu, attribué à Adama Bintogo est un score, je pourrais dire soviétique, est un score jamais eu en Côte d'Ivoire à la mairie de Yopougon, ici à la commune de Yopougon, sauf les présidentielles. Je prends le cas de Kafana, le maire Kafana en sortant, sa dernière réélection, c'est avec 24 000 voix qu'il a été réélu. Or, en son temps, il n'y avait pas qu'on appelle, de PPACI aux élections. Donc, il y avait seulement deux candidats. Il y avait le PDCI et le RHDP. Deux candidats. Maintenant que le PPACI rentre dans la danse, c'est en ce moment-là que Adama Bintogo gagne avec 60 000 voix. Regardez l'incongruité. Et puis, ce qui me fait rire, il y a des régions où nous avons 13 bureaux de vote, 6 bureaux de vote. Je prends certaines régions du nord, tel que Béléba. Mais, souvenez-vous, la région de Béléba, en fait, la mairie de Béléba, le résultat a été donné après celui de la mairie de Yopougon. À la mairie de Yopougon, où il y a 1200 bureaux de vote. Ils ont pu compiler rapidement les 1200 bureaux de vote, les résultats, pour les donner rapidement avant les villes telles que Ouagayo, où il y a 38 bureaux de vote. Telles que Béléban, où il y a 6 bureaux de vote. Vous voyez, ce sont des résultats qui étaient déjà là, qu'ils ont donc fait savoir. Et c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Encore une honte pour la Côte d'Ivoire. Alors, je reviens sur la lettre adressée, la lettre de l'honorable Yodia Oufoué adressée au préfet de région. C'est donc pour rester dans la logique qu'il a adressé un courrier au préfet de région pour dire qu'il ne va pas assister au conseil municipal de Yopougon. Voilà. D'accord, vous avez parlé d'une honte pour la Côte d'Ivoire, mais il y a une autre honte qui guette la Côte d'Ivoire, c'est l'organisation de la CAN 2023. Dernièrement, un match amical contre le Mali nous a montré que nous ne sommes pas du tout prêts. Pourtant, nous avons éjecté beaucoup de milliards. Qu'est-ce qui se passe, vous qui êtes responsable de la société civile? Oui, je l'ai toujours dit depuis l'avènement de Ouattara, qu'il y a une gangrène que nous devrions tous combattre. Cette gangrène-là se nomme la corruption. Quand on fait de la corruption une norme dans un État, il faut sentir que les choses ne se feront pas bien. Et c'est le résultat qui est là. Aujourd'hui, on attribue des marchés aux personnes qui n'ont pas ces compétences-là. Mais il faut le faire parce que nous nous attendons à une rétrocommission. N'eût été cette pluie salvatrice qui est venue aujourd'hui dire à l'opinion nationale et internationale le comportement et la mauvaise attitude de nos ministères et de même de l'État, on n'aurait pas su jusqu'au dernier jour, jusqu'en janvier 2024, et que c'est ce jour-là où la CAN a lieu que ça allait déclencher. Parce que ce n'est pas la première pluie qu'a connue la Côte d'Ivoire. Hein. Nous nous rappelons en avril, il y a eu une forte pluie. Nous nous rappelons en juillet, il y a eu une forte pluie. Mais pourquoi? Ou bien parce qu'il n'y avait pas de gens au terrain. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on se demande comment voilà. ils ont fait pour ne pas remarquer ça. Voilà. Parce que dans le mois de juillet, il a fortement plu. Et la météo a dit que dans le mois de juillet, il devrait vraiment pleuvoir. Mais c'est hier, là, dans l'amusement avec Mali, que la pluie vient mettre notre pluie dehors. Et c'est ça. Et c'est maintenant le ministre va se justifier. Quand on parle de 20 milliards décaissés pour l'entretien de pelouse, il va dire non, ça ne pas 20 milliards, c'est 1 milliard et en dessous. Mais nous avons vu un bon de commande qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ce bon de commande fait état de 8 milliards
pour l'entretien de l'équipement de la pelouse et des pelouses. 8 milliards. C'est rentré où? C'est rentré où? Voici quand on gère un pays avec légèreté. Voici quand on gère un pays avec amis et sa famille et ses enfants. Voici ce qui nous arrive. La corruption est devenue aujourd'hui une norme. Et jamais un audit n'a été diligenté dans un ministère pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du contribuable. Parce que tout cet argent mis à disposition de ces ministères-là sont l'argent du contribuable. C'est notre argent. Qu'est-ce qu'ils en font? Mais ce n'est pas le problème. Il faut aujourd'hui accuser un tel à un tel. Et c'est quand même malheureux. Et nous prions Dieu que ce qui est arrivé à Bempe ne se passe pas dans les autres stades tels qu'à Korogo, à San Pedro, lors de la CAN. Parce que cela va vraiment forcément défigurer l'État ivoirien. Et ça ne sera pas bien. Et c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui sera rejeté, vomi. Et donc c'est nous, par conséquent, qui seront mal vus à travers les autres pays. Le Premier ministre a dit que la Côte d'Ivoire va offrir à l'Afrique la CAN qui n'a jamais existé. Donc on espère que ça va se passer. Or, si on veut s'en fier, ou bien on veut se fier au dire des membres du gouvernement de M. Ouattara, je pense que on va faire un choix, monter au 14e étage d'un immeuble et puis se jeter par terre. Parce que rien de tout ce qu'ils avancent n'a été réalisé. Rien. Ce sont tous des parjures qui prêtent des faux serments. Avec ce que nous venons de connaître là, la Côte d'Ivoire organisée une CAN jamais réalisée, et ils se sont toujours surestimés. Nous avons une économie jamais égalée. Nous avons un pays jamais égalé. Nous avons une économie jamais égalée. Pourtant, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc ça, c'est encore de la mégalomanie, encore de leur part, pour faire plaisir à leurs suiveurs. Pour nous, nous prions Dieu que le pont qui fait leur fierté là soit résistant encore, pour ne pas que lors de la CAN, on nous dise qu'un cas est tombé là-bas. Voilà. Nous prions Dieu que les hôtels réquisitionnés pour abriter les joueurs qui vont venir là, nous prions Dieu que pendant la nuit, on ne dise pas que dans les à couler. Voilà. Et tout ça, nous prions Dieu que les cars affrétés, qui seront affrétés par ces joueurs-là, ne nous unissent pas. Voilà. C'est à ça aujourd'hui, on s'en remet à Dieu concernant la CAN. Sinon, tout ce qu'ils disent là, je ne crois pas. Nous prions Dieu que lors d'un match de football, un grand vent ne vienne pas de coiffer le stade. Voilà. C'est à ça qu'il faut s'attendre désormais avec ces personnes. On espère que ils sont vraiment des vrais shintok. On espère que ça n'arrivera pas. Voilà. L'autre point, ça concerne l'actualité, le carburant. Dernièrement, il y a eu une augmentation du prix du gasoil à la pompe, de l'essence à la pompe, ce qui va certainement influencer, même si le gouvernement dit que ça n'aura pas d'incidence sur le coût du transport, mais déjà pour ceux qui circulent déjà, on sent que il y a des grincements des dents au niveau du transport et bientôt ça va augmenter et la vie chère aussi va accompagner cela. Alors, votre lecture? Mais cette histoire, quand moi j'attends les membres du gouvernement ou bien certains suiveurs de Ouattara dire que ça n'aura pas d'impact sur le transport, je ne comprends pas. Moi, je prends à mon petit niveau. J'ai ma petite voiture qui est là. En son temps, quand le carburant était à 875 francs l'essence, quand je mettais pour 5 000, ça me faisait 6 litres et quelques. Aujourd'hui, je mets 5 litres, ça me fait 5 000, ça me fait 5 litres et quelques. Alors, comment ça ne va pas avoir de répercussions sur le transport? Avec la première augmentation, où ils ont dit qu'il n'y aura pas d'augmentation sur le transport, mais à Yopougon, les taxis communaux, quand tu partais de l'académie à l'autre côté, comme on appelle, au palais de justice, tu pouvais payer 200 francs ou 250 francs. Aujourd'hui, en fait, en son temps, il prenait 300. Aujourd'hui, c'est monté à 400. Aujourd'hui, tu quittes Niangon, pour 3 roues, tu payes 500. Pourtant, on dit que ça n'aura pas de répercussion sur le transport. C'est faux. Alors, si moi, je suis venu acheter une chaussure à Gamay
et que le transport m'a coûté, au lieu de 500 francs, le carton m'a coûté 1000 francs, mais le prix d'achat de la chaussure, plus le transport, ça va me faire le prix de vente. Hein? Ah, voilà. Donc, forcément, ça aura une répercussion sur les denrées alimentaires, sur le transport et sur tout. Bon, regardez, quitter Yopougon, aller à Zébizokou, c'est 400 francs. Dans un camion un cas de transport. 4 000 francs. 4 000 francs. Ça fait 4 000 francs. Quitter Yopougon, Figayo, aller à Zébizokou dans mon village, ça fait 4 000 francs. En allant, ils ont 4 000 francs, c'est fixé par quoi? Au coût de transport, au péage, et puis arriver là-bas, le nombre de barrages. Aujourd'hui, le coût de transport, le coût de carburant va augmenter. Donc, de 615 francs, ils sont passés à 715. N'est-ce pas? Mais ceux-là ne vont pas maintenir le coût comme ça. Je suis sûr que ceux qui vont voyager le vendredi prochain, parce que nous, on va au final beaucoup, ceux qui vont voyager le vendredi prochain, je suis sûr que ça va monter à 4500. À moins qu'il y ait une station où les transporteurs vont aller prendre carburant à l'ancien prix. Mais si c'est à la même pompe où nous on va prendre là, c'est pas sûr. Alors, les mesures prises par le gouvernement qui, selon lui, pour réduire le coût du transport, mais c'est faux. J'ai noté 3 mesures. 33 barrages seront maintenus. Le coût des denrées et des transports sera maintenu. Et la suppression de la subvention, de la contravention du moins de 22 500. Mais à quoi est-ce que cela répond à une mesure qui va réduire le coût de la vie? Les 33 barrages qui seront maintenus sur le territoire national. Mais d'abord même les camions même qui font le transport même des marchandises d'arrêt ne sont pas en règle. Ça c'est un. Mais je ne peux pas voir, je ne pense pas qu'il y ait un policier ou bien un gendarme à un barrage qui ne puisse pas faire quelque chose à un transporteur. Ce n'est pas possible. Sans policier ou bien un gendarme, il n'y a pas de transporteur. Et c'est cette alliance-là qui fait que quand quelqu'un est dans un bureau, un gendarme est dans un bureau, puis il n'est pas sur la route, n'est pas content, il dit envoyez-moi sur la route. Il y a quoi sur la route? Maintenant, c'est ça pourquoi ils vont sur la route là. Vous voulez enlever, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, pour moi, s'il y a une mesure à prendre pour réduire le coût de la vie, il y a une mesure très simple à prendre. Qu'est-ce qui augmente le coût des choses? Il ne faut pas qu'on nous parle de l'Ukraine. On dit en Ukraine, il y a la guerre, donc le prix du baril a augmenté. Maintenant, quand on a fait notre recherche, en 2010, le carburant était à 745 francs. Ouattara, en tant qu'ancien employé du FMI, criait sur tout le toit pour dire c'est scandaleux que mon pays souffre. Mais quand il criait au scandale, le prix du baril du pétrole était à 147 $. Le prix du baril du pétrole était à 147 $. À 147 $, le coût du super en Côte d'Ivoire était à 745. Aujourd'hui, quand on a fait nos recherches, le prix du baril du pétrole est à 92 $. 92 $. Et le super est monté à 875. Quel est le problème? Et on veut nous faire croire que c'est l'Ukraine. On veut nous faire croire que c'est l'Ukraine. On ne peut pas accepter ça. L'Ukraine, je pense que ça concerne aussi les pays limitrophes où le coût de ce produit n'est pas aussi élevé. Mais parlant des pays limitrophes, je parle du Burkina. Le Burkina, si j'ai bonne mémoire, n'a pas de raffinerie comme la Côte d'Ivoire. Mais l'essence coûte en ce moment. J'ai pris ces prix-là. Les prix sont les prix du 25 septembre 2023. Au Burkina. Vous les avez pris sur dans quel document? Info, qu'on appelle Sika Finance, un truc comme ça. Ok. Sika Finance, essence au Burkina, prix d'essence le litre, 850 francs. Le Burkina qui vient prendre carburant chez nous en Côte d'Ivoire, essence en Côte d'Ivoire ici pour aller au Burkina là, 850 francs le litre. Leur gasoil, 675 francs. Pourtant, ils n'ont pas de raffinerie là-bas. C'est nous, on a raffinerie.
C'est nous, on produit. Voici le coût du Burkina. Togo, à côté. Le super, 700 francs. Le gasoil, 775. Je prends le Ghana à côté. Le super, 725. Le gasoil, 743. Regarde ce pays-là. Je prends le Libéria à côté. Tu as pas des pays limitrophes, hein? Voilà. Libéria à côté. 8 et 580 pour le super et 610 pour le gasoil. Ceux-là, ils ne sont pas partenaires à l'Ukraine aussi. Ou bien l'Ukraine, c'est notre village maternel. Tout ce qu'on consomme en Côte d'Ivoire ici vient de l'Ukraine. Donc, c'est un prétexte fallacieux qui ne tient même pas. Nous savons que quand Ouattara pose une brique quelque part, à droite, à gauche, il augmente le coût de la vie. Pourtant, ce sont des crédits. Nous sommes endettés jusqu'à près de combien de 1000 milliards que nos enfants arrière vont payer. Mais avec ça encore, le coût de la vie est cher. S'ils veulent vraiment contribuer à la réduction des coûts, voici ce que nous leur proposons. Oui, allez-y. Il faut réduire le coût de la vie. Comment? Il faut réduire le train de vie des ministres. Parce que les ministres en Côte d'Ivoire ont beaucoup d'avantages. Les ministres en Côte d'Ivoire ont beaucoup d'avantages. Et je vais me référer à mes documents. Voilà. Je vais me référer à mes documents. Les ministres en Côte d'Ivoire ont beaucoup d'avantages. Nous avons 32 ministres. Chaque ministre a une sécurité ainsi que celle de sa famille qui est prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire, dans la poche du contribuable. Le personnel de la maison du ministre est pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire par le contribuable. Il faut voir les véhicules ainsi que le carburant de ces ministres pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Leurs femmes reçoivent une prime sur notre dos. Ils ont encore, malgré qu'ils soient dans les maisons de fonction, ils ont des primes de logement. Ils ont une assurance qui prend en charge leurs familles et leurs enfants, qui les amène à aller se soigner en France. Sans compter que les ministères ont un budget qu'ils utilisent comme ils veulent. Il n'y a jamais eu d'audit. Il n'y a jamais eu d'audit dirigeanté dans un ministère. Chacun fait son ministère comme il veut. On n'a jamais dit tel ministère, il y a tel manquant. Et quand on t'a vers la fin d'année comme ça, ils achètent tout et n'importe quoi pour que le budget là finisse, pour qu'on leur donne notre budget. Jamais. Alors, s'il y a un train de vie à diminuer, il y a ça. Diminuer le nombre de ministres parce que il y a des ministères, on ne sait pas à quoi ça sert. Tel que le ministère de la lutte contre la corruption. Il y a une institution pour la bonne gouvernance qui lutte contre la corruption. Et puis un ministère contre la corruption. Pourtant, c'est le plus accru. On n'a pas encore vu, à la Maca où j'étais là, où nous étions 9000 là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait la prison pour corruption. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait la prison pour corruption. Et malgré les réseaux sociaux nous informent, sur les scandales financiers dans les ministères, on n'a pas encore vu un ministre arrêté. Les réseaux sociaux, c'est pas... mais c'est... Non, mais les réseaux sociaux, quand c'est pas démenti, ils ne veulent pas s'informer sur les réseaux sociaux. Mais si on a vu le limogeage de la DG de l'ONS, de l'ONS et son DAF, c'est les réseaux sociaux qui nous ont informés, et c'est pas vrai. Parce que tout le monde n'a pas sur les réseaux sociaux. Et comme si ça ne suffisait pas, nous avons 16 institutions. Ces institutions-là, on ne sait pas à quoi ça sert vraiment. Tel que le conseil économique, ça sert à quoi? C'est une institution, il y a un président qui a un budget.
on a créé la haute autorité. La haute autorité qui représente le chef de l'État. On ne sait pas ce que ça veut dire. Quand il y a le chef de l'État, il y a le vice-président, et puis il y a un premier ministre, et il y a un haut représentant, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce sont encore des charges pour l'État et pour que le contribuable puisse encore payer. Ça veut dire quoi? Quand on dit il y a ça, et puis il y a le haut représentant de la bonne gouvernance. Tout le monde est haut là-bas. La haute autorité pour la bonne gouvernance. Depuis quand cette haute autorité-là, depuis que cette institution existe là, a fait le bilan qu'au nom de la corruption et de la bonne gouvernance, on a attrapé tant? Non. C'est comme si tu confies la recherche d'une pièce perdue au voleur lui-même. Tu ne vas jamais trouver. La mauvaise gouvernance a un nom en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Et c'est Ouattara qui t'a nommé. C'est trop fort ce que tu dis. La mauvaise gouvernance en Côte d'Ivoire a un nom, c'est Ouattara. Et tu nommes, pour faire plaisir à ses amis de l'Occident, Ouattara crée une institution qu'on appelle haute autorité pour la bonne gouvernance. Mais tu vas piéger qui? Tu vas attraper qui? Tous ceux qui sont là, qui détournent l'argent de Côte d'Ivoire, ils ont fait état depuis quand? Parce que même pendant la campagne, on voit des voitures de service, des voitures de l'État de Côte d'Ivoire battre campagne. Depuis quand? Depuis quand ils ont fait l'audit sur les biens immobiliers des ministres? Quelqu'un vient d'être nommé ministre, il touche 5 500 000. Un an après, il achète une maison d'1 milliard. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Même s'il est payé à 6 millions, en 10 mois, ça lui fait combien? 60 millions. En 10 mois, ça fait 60 millions. Mais vous voyez, en un an, on dit un ministre a acheté une cour d'1 milliard. Il enlève l'argent où? C'est le compte du contribuable. En même temps que eux, les ministres, ils ne payent pas facture d'eau, ils ne payent pas courant, ils ne savent pas le prix des riz, ils ne savent pas le prix d'huile. Tout leur est offert gratuitement. Et puis ils ont salaire. Depuis qu'ils ont fait audit. Dans le problème, c'est passé, c'est la pluie qui est venue l'humilier. C'est la pluie qui a fait qu'on a su qu'on pouvait prendre une commande de 8 milliards et que l'argent est décaissé et que le travail n'est pas fait. Imaginons dans tous les ministères. Alors, comme si ça ne suffisait pas, il y a 14 districts, 12 districts qui ont été créés pour ajouter sur les 2 autres qui existaient. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte 14 districts. Mais ce ne sont pas des simples gouverneurs, ce sont des ministres-gouverneurs. Et ces ministres-gouverneurs-là sont des anciens ministres au service de Ouattara. Donc, il veut recaser ses amis. Il veut recaser ses amis. C'est donc ça le problème. Voici d'où vient la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Voici d'où vient la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Et s'il y a quelque chose à réduire, je pense que c'est ce coût-là qu'il faille réduire aujourd'hui. C'est ces charges qu'il faille réduire aujourd'hui. Mais pour le carburant, par exemple, voici les taxes qui sont sur le carburant. Et ces taxes-là représentent entre 50 et 60% du prix du carburant. Il y a une première taxe qu'on appelle la taxe DD, qui est la taxe des droits des douanes, qui est à 10% pour le super, 5% pour le gasoil. Il y a donc la redevance statistique qu'on appelle RSTA, qui est 1% sur tous les produits. Gaz, et pétrole, et qu'on appelle super. Il y a la taxe spécifique unique, qu'on appelle TSU, qui part de 85 francs jusqu'à 145 francs sur le litre. Il y a donc la TVA douane et il y a la TVA sur la marge de distribution. Donc toutes ces taxes-là représentent
près de 60% du coût réel du carburant. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, l'augmentation du coût du carburant est forcément due à ces taxes-là qu'il faille aujourd'hui réduire. Je me rappelle très bien dans un document de 2012, le ministre Kabila Deka avait dit, 2012-2013, que le coût du carburant n'a pas augmenté en Côte d'Ivoire parce que l'État a réduit les taxes. Mais, si hier ça n'a pas augmenté parce qu'on a réduit les taxes, au risque a augmenté parce qu'on a augmenté les taxes, il faut qu'on soit logique. Donc, voici la réalité de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une volonté politique de faire souffrir les Ivoiriens, c'est une volonté politique d'augmenter les prix du carburant, en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara a besoin d'argent et c'est sur le dos du contribuable, encore les pauvres, qui doivent payer. Mais si on pense que le pays est en chantier et que les contribuables ou les populations doivent serrer ceinture, mais lui aussi et ses ministres doivent serrer ceinture. Depuis quand on a diminué le salaire des ministres? Depuis quand on a réduit le train de vie de l'exécutif? Depuis quand? Depuis quand? Mais les ceintures. Ok, d'accord. Sur cette question, mais la question que je voulais vous poser, Samba David. Vous voyez? Aujourd'hui, je voudrais parler aux Ivoiriens. Le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'état dans lequel est notre pays, on ne peut plus assister. Et je pense que je ne suis pas neutre. Parce que la neutralité, c'est la lâcheté. Je suis pour la justice. Je suis pour un état de droit. Je suis pour une Côte d'Ivoire démocratique. Je suis pour le respect de la mère patrie. Je vous annonce que très bientôt, je ferai une déclaration pour déposer ma valise dans un parti politique. L'âge que j'ai aujourd'hui me permet d'être là où il faut pour décider mon pays. La société civile nous met quelque sorte en marge. Nous avons voulu éveiller la conscience des peuples. Parce que sans la société civile, quels que soient les partis politiques qui viendront au pouvoir, les choses seront toujours les mêmes. Malheureusement, l'Ivoirien n'a pas encore compris. Or, la démocratie telle qu'elle est conçue, il faut la majorité présidentielle, il faut l'opposition, et il faut une société civile qui tire la sonnette d'alarme. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-là. Les Ivoiriens ne comprenaient rien de tout ça. Alors, il y a certains amis qui sont sur des petits projets financés par leurs partenaires européens. Ça leur permet de vivre. Moi, je voudrais donner un sens à ma vie. Et le sens que je voudrais donner à ma vie, c'est le sens de la lutte pour le bien-être collectif. Voilà, je ne voudrais pas me la couler douce seul. Alors, ceux qui disent la société civile que je connais, des amis, je connais pour leur fonctionnement, je connais par moment leurs sources de provenance, mais je ne voudrais pas faire comme eux. Je ne veux pas crier dans la journée et puis la nuit, tel président est parti, donne-moi ça. Je ne connais pas ça. Je veux désormais, et très bientôt, m'engager à une lutte politique pour prendre les décisions. Si le jeune président français, Macron, a été président en France à 39 ans, mais j'ai 39 ans révolus. Et voilà. Donc, je peux aussi parler des responsabilités politiques de mon pays. Et c'est ce à quoi j'invite tous les Ivoiriens. Il faut vraiment que nous nous intéressions à la chose politique. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous mettons tout au second plan que nos enfants ont décidé d'aller souffrir en holocauste à l'océan, ou bien d'aller pratiquer le kadhafisme, parce qu'ils ont peur de lutter, parce qu'ils ont peur d'affronter la réalité. Voici ce que je peux dire sur cette question. Mais donc, est-ce que déjà, ça c'est une révélation que vous donnez, vous allez déposer vos valises dans un parti politique, est-ce qu'on peut avoir au moins un nom Pour l'instant, il n'y a pas de nom, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai la passe à quelqu'un de mon staff pour la personne des indignés. Très bientôt, je déposerai ma valise dans un parti politique. Je pense que... peut-être pour avoir soutenu Youdia, peut-être qu'on peut penser au PDCI. Oh, pas forcément. Pas forcément. Vous verrez et vous le saurez au moment opportun. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. On va vous laisser donner
votre conclusion à nos internautes qui veulent véritablement, qui sont très passionnés, je les vois nombreux actuellement sur notre page, en train de nous poursuivre. Alors, un dernier mot pour leur dire quelque chose. Je voudrais dire en toute sincérité à tous les Ivoiriens que j'aime appeler Ivoirois et Ivoiriennes, parce que le nom a aussi l'influence sur nous. Si à côté de nous, le Bénin a changé d'appellation, si la Turquie a changé d'appellation, si le Burkina a changé d'appellation, pourquoi pas nous? Parce que Ivoiriens, ça nous ramène à ceux qui ne voient rien. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pour habitude d'appeler, nous appeler les Ivoirois, parce que nous sommes des rois, et nos femmes, nos filles sont des reines. Je voudrais dire merci à Canal Ivoire qui m'a donné cette occasion de m'exprimer longuement sur les questions sociales, sur les questions politiques en Côte d'Ivoire. Ce à quoi je dois appeler tous les Ivoiriens aujourd'hui, c'est que nous sommes d'une part responsables de cette misère que nous vivons. Nous sommes d'une part complices de notre souffrance parce que nous avons décidé d'être silencieux. Nous avons décidé d'accompagner celui qui nous martyrise. Nous avons décidé d'accompagner celui qui nous opprime. Nous avons décidé d'accompagner celui qui a décidé de nous affamer. Nous avons décidé d'accompagner celui qui a décidé de casser tous nos petits commerces, toutes nos petites maisons, sans des mesures d'accompagnement. Nous avons décidé d'accompagner celui qui a décidé de faire le rattrapage ethnique, de faire du rattrapage ethnique un programme de gouvernement. Nous avons décidé d'accompagner celui qui a décidé de confondre l'exécutif, le parlementaire et le judiciaire. Nous avons décidé d'accompagner celui qui a décidé de faire la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Alors, dans telle situation, il y a trois attitudes à avoir. Si tu ne peux pas et que tu veux faire allégeance au régime Ouattara, il y a deux choses. Soit tu quittes la Côte d'Ivoire, tu vas t'exiler comme certains le font. Soit tu es ici en Côte d'Ivoire et tu fais allégeance à Ouattara, ou tu dis non. Et le non, c'est un non de refus. Et tu restes dans la position telle que nous pour affronter cette réalité-là. Parce que nos parents, nos grands-parents, je voudrais parler du Houphouët-Boigny, ont lutté pour l'indépendance administrative en Côte d'Ivoire. Je veux parler de nos parents, les Laurent Gbagbo et autres, ont lutté pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Quand on parle de multipartisme, on parle de démocratie. Alors nous devons lutter pour protéger ces valeurs démocratiques-là. Parce que des personnes sont mortes. Il y a eu trop de choses, trop de combats pour qu'on arrive là et qu'aujourd'hui on assiste impunément au recul de la démocratie. Nous devons faire face à cela. Nous devons donc résister. Alors, il est temps. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je lance un appel à toute la jeunesse qui s'adonne aux débats stériles qui n'ont rien à voir à leur quotidien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va mal. Que certains le pensent ou pas, la Côte d'Ivoire va mal et nous le savons. Tout est à refaire dans ce pays. C'est pour cela que nous devons nous intéresser au débat public. Et s'intéresser au débat public, c'est de faire la politique. Faire la politique parce que c'est le politicien qui décide de tout. C'est le politicien qui décide de tout. Là où nous n'avons pas, nous nous attendions à un débat, Ouattara nous sert la corruption. Vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a une liste importante des personnalités religieuses qui circulent. Et cette liste nous dit qu'il y a des personnalités qui auraient reçu en 2020 de 60 à 40 millions pour que ces personnalités se désolidarisent des manifestations de l'opposition. Et le total de cet argent avec les manifestations organisées au niveau religieux monte jusqu'à 920 millions, donc 1 milliard. Là où la population attend de l'argent pour qu'il y ait de l'eau potable dans tous les quartiers de Yopougon, là où des familles veillent
ils veillent jusqu'à 1h, 2h du matin pour avoir de l'eau. Là où les populations à Bobo n'arrivent pas à avoir ne serait-ce qu'un repas par jour, on prend l'argent du contribuable pour faire chanter les opposants, pour faire chanter les forces vives, afin de les museler, afin de les annexer, afin de faire des personnes, je ne sais moi, des bénis oui. Pendant combien de temps allons-nous assister à cela? C'est la raison pour laquelle je vous appelle à prendre part au débat politique. Je vous invite à prendre part au débat politique, aux questions politiques, pour que ce soit nous qui décidions de notre avenir. Regardons la pyramide de la population ivoirienne. Regardons la pyramide. Elle est large par le bas. Ce qui veut dire que nous, jeunes, nous sommes encore plus nombreux que ceux qui décident pour nous. C'est à 70 ans, ils pensent se battre pour nous. Mais à 70 ans, ils sont combien? Ils sont 2 à 3% sur le territoire national. Mais nous sommes combien? C'est nous, près de 77%, qui constituons la base solide de cette pyramide. Mais comment se fait-il que nous allons continuer encore de donner la décision de notre pays, la décision de notre avenir, à ceux qui n'ont pas vécu dans les milieux comme nous, à ceux qui ne connaissent pas nos réalités? Il n'y a que nous-mêmes. C'est seul celui qui porte sa chaussure qui sait combien de fois cette chaussure lui fait mal. Donc c'est nous qui avons pratiqué, qui sommes dans la galère, qui savons combien de fois la galère est une plaie qu'il va guérir. Mais pour la guérir, il faut prendre part à la décision là où les gens décident de guérir cette plaie-là. Je voudrais donc vous remercier. Remercier Canal Ivoire qui m'a donc permis de parler longuement avec vous aujourd'hui. Et nous sommes tous à votre disposition. Quant à moi, je suis disposé à répondre à toutes les questions. Je vous remercie. Merci à tous les Ivoiriens. Le combat doit continuer. Vous qui êtes en exil, vous avez choisi de faire l'exil. Que Dieu vous garde. Vous qui avez choisi de traverser l'eau, que Dieu vous garde. Nous avons choisi de résister ici parce que il y a un langage qui dit on ne vit pas seulement pour que tout soit bon. On existe pour que les situations aussi changent et que là où c'est mauvais, ça soit bon pour nous. Et je lance un appel à M. Ouattara. M. Ouattara, gouverner, c'est comme une prison. Quand tu construis une prison pour tes opposants, il faut bien la construire. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que tu y passeras aussi. Alors je te prie de bien gouverner pour ne pas qu'un jour tu regrettes tes actes. Parce qu'il y a ça aussi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, amis internautes. Merci à notre invité, je l'ai nommé Samba David, de son vrai nom, du Nicaise. C'est toujours un plaisir de l'écouter quand il prend la parole. Ce n'est pas facile de la lui arracher et j'espère qu'il vous a donné tous les rudiments qu'il faut. Alors ce que vous avez à faire maintenant, c'est de partager l'élément afin que tout ce qu'il a dit qui concerne la vie de la nation puisse être entendu jusqu'aux extrémités de la terre. Merci et restez toujours Canal Ivoire. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur nos médias Facebook, YouTube. Que Dieu vous bénisse. Shalom.